Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur R Télévision. Le monde au féminin, c'est maintenant. Elle va nous parler de son monde à elle. Elle est jeune, cinéaste, réalisatrice, engagée. On va parler de son parcours artistique, ses dernières sorties, mais aussi de son parcours personnel. D'où vient-elle et comment, aujourd'hui, elle en arrive à se donner les moyens à réaliser de telles œuvres. Elle est avec nous. Bonsoir Malika Zahiri. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur votre parcours artistique, notamment sur ce dernier court-métrage, Assia, mais aussi on va revenir sur votre personnage. Vous êtes une boulimique de travail. C'est ça, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas, j'ai des objectifs et j'aime aller jusqu'au bout. Et ce dernier court-métrage, Assia, m'a vraiment prouvé que quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. C'était pas gagné de le finaliser parce que j'avais un problème de montage avec des rushs que je ne pouvais pas utiliser. Il a fallu réécrire le film au montage et ça m'a pris plus d'1 an. Donc, mais le résultat est là, donc je suis assez contente. Le résultat est là, on va en parler dans quelques instants. On va parler d'Assia, bien évidemment, le dernier court-métrage de 2018, mais on va aussi parler de Mohamed, le prénom. On évoquera aussi d'autres courts-métrages que vous avez réalisés auparavant. Un extrait d'Assia, et puis c'est tout nouveau, ça vient de sortir, et puis Mohamed, le prénom. Tout le monde a préparé son exercice pour aujourd'hui? Alors, qui veut commencer? Alors? Mais c'est pour les bébés, ça! Respectez vos camarades, s'il vous plaît. Jackie! Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es contente maintenant? J'ai perdu! Est-ce qu'il porte des lunettes? Oui! Est-ce qu'il a une barbe? Oui, il a une barbe. Tu veux voir ton père? Oui! Oh, Mohamed! Tu te fous là tout seul? C'est pour une déclaration de naissance. Mohamed quoi? Mohamed Medine. Médine? C'est une ville, ça? Monsieur Mohamed... Oula, oula, oula. Mohamed, ça passe. On a l'habitude. En demandant la nationalité française, vous savez que vous avez la possibilité de changer de prénom? Mohamed. Ça va, Maurice? Ça va, je rigole. Malika, on vient de voir un extrait d'Assia. Donc c'est cette jeune lycéenne, elle a 15 ans et dans le cadre d'un travail d'éducation civique, elle doit donc, chaque élève doit proposer un projet et elle tient vraiment à parler à travers cette thématique, c'est le vivre ensemble. Elle doit parler de cette injustice qu'elle a vécue en famille. Oui. Alors, c'est vrai que j'avais envie de parler de vivre ensemble, en même temps, j'avais envie de parler de cette injustice qu'a vécu la population musulmane donc, pendant les attentats et après les attentats, notamment donc, les perquisitions administratives. Et bon, il y avait les assignations à résidence, mais j'ai fait le choix personnel de ne pas en parler parce que je ne voulais pas tout mélanger. Voilà, donc j'ai vraiment voulu montrer une jeune fille qui va à l'école, à qui on enseigne des valeurs, du vivre ensemble, etc. et qui réalise en fait que sur le terrain, c'est pas toujours la même chose que ce qui est communiqué, instruit donc à l'école. Donc voilà, Assia, elle a utilisé la danse pour exprimer en fait son mal-être. Donc effectivement, avec des flashbacks, elle reparle de la perquisition administrative dont elle a été. Voilà, ses parents donc ont subi une perquisition, donc notamment dans le cas du plan d'urgence. C'est ça, l'état d'urgence. Voilà, donc. C'est en pleine nuit, c'est tard, des portes, vous parlez de portes cassées, enfin en tout cas c'est des moments qui restent pour vous, des moments de violence et qui peuvent rester gravés notamment dans la mémoire des enfants. Bien sûr. Alors c'est vrai que je me suis particulièrement intéressée en fait aux conséquences sur les enfants parce que j'ai une expérience professionnelle et une formation donc, autour de l'enfant et c'est vrai que rien n'a été mis en place justement pour préserver les enfants dans le cadre de ces perquisitions administratives. Les portes ont été cassées, on doit vérifier qu'il n'y a pas de terroristes derrière les portes et finalement, en fait, il y a eu des portes cassées et une action, soi-disant, de prévention qui s'est transformée, en fait, pour moi, en des actions de terreur puisque c'est terrible puisque ces familles et notamment ces enfants ont vécu par ces portes cassées et par ces intrusions, en fait, d'équipes de raid. Et je crois que vous avez un ami aussi qui a été dénoncé, enfin, avec quelque chose de personnel, l'un
là-dedans qui vous a touché, un ami dont la collègue de travail a dénoncé un peu le fait qu'il soit converti. Exactement. Tout est parti de là. En fait, je suivais, comme tout le monde, ce qui se passait. Les réseaux sociaux en ont fait état de toutes ces perquisitions, de ces portes cassées, de ces restaurants perquisitionnés aussi. Et donc cet ami m'a avoué, effectivement, donc c'est vrai que je le voyais un petit peu changer, il prenait de la distance. Et puis un jour, on s'est rencontrés et je lui disais, voilà, je suis en train de travailler un nouveau projet, si ça t'intéresse. Et puis là, il s'effondre et puis il me dit, bon, voilà, je vais t'avouer, moi j'ai été victime. Et puis il sort son téléphone, il me montre des photos de son intérieur, il s'effondre et il m'explique effectivement qu'il a été dénoncé par une collègue parce que il est capverdien et qu'il est converti à l'islam. Depuis 20 ans, je crois. Depuis plus de 20 ans. Et en fait, la dénonciation a eu lieu via le site de dénonciation, donc le site internet. Alors vous êtes artiste, scénariste, cinéaste, réalisatrice et les artistes sont souvent engagés, donc il était important aussi pour vous vous n'avez pas seulement écrit ça, ce sont des valeurs qui vous parlent, le vivre ensemble, vous avez un vécu en Seine-Saint-Denis, on va en parler dans quelques instants, notamment ce rôle que vous avez joué très important dans la famille. Il y a eu environ 4300, 4400 perquisitions, dont je crois un tout petit pourcentage qui a mené à une ouverture d'enquête, je crois que c'est 0,2% à peine. Exactement. Très peu de perquisitionnés, en fait, étaient des terroristes. Donc, du coup, je crois même que dans le faible pourcentage, en fait, de début d'enquête, en fait, c'était des personnes, en fait, qui n'étaient pas du tout de confession musulmane. Donc, vous voyez, c'est un peu... donc, des armes ont été retrouvées chez une personne dénoncée via le site, mais qui n'était pas du tout musulman. Mais je crois que même c'était... Donc, pour vous, quelque part, il y a peut-être d'ailleurs même dans ce court-métrage, vous parlez aussi de l'éducation nationale, comment doit-elle aborder? Vous évoquez aussi Je suis Charlie. À l'époque, il y a eu cet amalgame, une incompréhension de la part, ambiguïté de la part de certains enfants. Je suis Charlie, mais parce que je suis contre effectivement ces actes de terrorisme, mais pas spécialement sur leur ligne éditoriale. Vous parlez de l'éducation nationale. Pour vous, l'un dans l'autre, le vivre ensemble, les actions à l'école, l'État, il y a quelque part peut-être, ou même des actions dans le cadre de ce plan d'urgence. Peut-être que les choses sont mal faites ou peut-être manque de cohésion, de cohérence. Après, moi, j'ai été aussi professeure en sciences sanitaires et sociales dans un lycée parisien. Et effectivement, dans cette période où on parle beaucoup des musulmans, de la communauté musulmane, du terrorisme. Moi, j'avais des collègues, par exemple, j'arrivais en salle des profs et je voyais des collègues qui discutaient d'une élève. On avait essentiellement donc, des classes féminines par rapport à ce qu'on enseignait. Et j'entendais, je l'ai vue, elle est arrivée devant le lycée avec sa cape de Zorro. Je lui ai déjà dit, c'est pas devant le lycée. Moi, je disais rien parce que j'étais sous contrat et que je voulais pas lancer la polémique. L'interdiction du voile et des tenues, c'est à l'intérieur de l'établissement. Là, c'était des remarques sur l'extérieur et même dans le cadre de sorties scolaires où on est en extérieur, où des profs disaient « moi, je ne l'apprends pas, ces élèves-là, si elles viennent, moi, je ne fais pas la sortie, c'est sans couvre-chef ou rien du tout ». Donc du coup, je me dis, on est à l'école, on est dans un lycée, on apprend aux élèves des notions de respect, de vivre ensemble, il y a un règlement intérieur, il est respecté, mais il y a toujours cette petite bête qui est recherchée. Notamment, une de mes élèves vient me voir à l'époque, elle me dit, madame, j'ai rien fait, on me demande de retirer on me dit que ma jupe, c'est un signe ostentatoire, parce qu'elle avait une jupe longue. Je ne vois pas en quoi une jupe longue est un signe ostentatoire, il n'y a pas de foulard. Il n'y a rien, il n'y a pas de signes religieux au niveau bijoux, etc. Les cheveux sont découverts et parce qu'elle portait une jupe longue. Et donc, du coup, je n'ai pas pu m'empêcher. Je lui ai dit, va regarder les textes de loi et vérifie si la jupe fait partie de la liste de ces signes dits ostentatoires. Voilà. Donc quelque part, le message n'est pas encore aussi... on propose, enfin on souhaite un vivre ensemble. On amène aujourd'hui la jeunesse à vouloir vivre ensemble, mais quelque part, ce n'est pas spécialement ce qui est un peu dicté à l'école par les professeurs, par tout le monde bien évidemment, ne généralisons pas, mais en tout cas, d'après ce que vous nous dites, ce vécu, c'est... Moi, je ne parle pas de l'éducation nationale en tant qu'institution, je parle des professeurs qui y travaillent. Et les professeurs qui y travaillent, malheureusement, chacun apporte ses convictions personnelles pour faire respecter un règlement intérieur et c'est aussi un lieu qui leur permet de donner leur propre avis personnel sur la situation.
situation. Moi, ça ne m'enchantait pas d'entendre sa cape de Zorro ou son chiffon sur la tête. Ça, c'était quelque chose pour n'importe quelle personne, j'ai envie de dire. Oui, pour n'importe quelle personne. Enfin, c'est... En tout cas, Assia, récompensée au Cameroun avec un Binga d'or. Je suis très contente que c'est un festival de films de femmes, donc du coup, un premier prix. J'étais d'autant plus contente que j'étais en compétition avec des films qui étaient financés par des boîtes de production, et des belles boîtes de production, et j'ai eu le premier prix. Donc moi, en tant qu'autodidacte et film autoproduit, j'ai réussi à décrocher Binga d'or, donc j'étais contente. On parlera dans quelques instants de Mohamed le prénom, notamment ce message que donc Mohamed le prophète. Alors d'un monde à l'autre en 2015, Mohamed le prénom en 2016, en 2018 donc Assia, prostitution des mineurs à Madagascar, ça passe plutôt bien, c'est 600 000, 700 000 vues sur les réseaux sociaux, et puis notamment la schizophrénie. Donc votre frère est atteint de schizophrénie et vous aviez dès le départ souhaité passer par l'image pour en parler. Oui, en fait c'est ce qui m'a vraiment mis dans le milieu du cinéma, puisque j'avais jamais pensé à réaliser un film. Et en fait confrontée à la maladie de mon frère et confrontée au monde psychiatrique, au monde médical, à ce milieu, ce milieu associatif qui n'existe pas pour soutenir justement ces familles qui ont un membre de la famille qui souffre de cette maladie, je me suis dit, mais il n'y a personne qui parle de cette maladie. C'est une maladie qui fait peur, c'est une maladie dont on a honte aussi, parce que quand on a un membre de sa famille qui agresse verbalement ou physiquement et qui peut avoir des réactions très étranges, on peut être amené à avoir honte quand on a un voisinage, on vit en société, donc du coup... pas une maladie facile, et je trouve que c'est une maladie taboue, et vu le nombre de schizophrènes en France, plus de 660 000 schizophrènes en France, avec 10 000 nouveaux cas répertoriés chaque année, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être faites et qui ne sont pas faites. Alors, qui est Malika Zaheri? Vous avez grandi et vécu en Seine-Saint-Denis, vous avez travaillé dans le social, dans l'enfance, vous avez été enseignante. En lisant votre CV, inutile de parler des assistants de direction à l'Assemblée nationale, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Vous avez un parcours, cabinet d'expertise judiciaire, vous avez quand même un parcours assez complet, assez atypique, mais a toujours eu cet engagement, ce militantisme, ce côté un peu révolutionnaire, j'ai envie de dire. Je suis née à Aubervilliers, j'y ai grandi, je suis issue d'une famille, donc mes parents sont immigrés marocains. Vous êtes 9, je crois. On est 9, je me situe au milieu, avec une famille avec des frères et sœurs qui ont des situations pas toujours faciles non plus. Moi, le social m'a tout de suite inspirée, j'étais partie au départ pour me former aux soins infirmiers. Et j'ai renoncé après 1 an et demi en me disant c'est pas ça que je veux faire, je veux travailler avec les gens mais les aider, pas dans la maladie mais dans le social, quoi. Donc j'ai intégré le conseil général et puis voilà, l'aide sociale à l'enfance, le service social, la prévention en général. Vous vouliez peut-être aussi redonner aux autres ce que vous avez aussi donné à vos parents. Vous étiez très proche de votre maman, vos parents, notamment pour l'écriture des courriers. Alors nous, on a beaucoup reçu, et je ne remercierai jamais assez en fait, les associations qui étaient implantées dans le quartier, notamment les associations qui aidaient cette vague de femmes immigrées à l'apprentissage. Votre maman a appris la langue, a appris à écrire ou à parler français grâce aussi avec cette association? Alors, elle a appris à écrire avec cette association, et j'ai des souvenirs où elle allait apprendre à écrire. Et moi, il y avait une garderie à côté, donc j'avais conscience qu'elle prenait des cours, en fait, mais toute petite. Alors que moi-même, j'allais à l'école que le matin, c'était la maternelle, j'ai encore ces souvenirs-là. Et puis après, en grandissant, le CP, je la vois encore en train de préparer le pain et les crêpes marocaines, et je lui lis Gridi le petit lapin, et je la corrige, et elle me lit. Et pendant qu'elle cuisine, j'apprends, moi, je fais ma lecture, mes devoirs, et en même temps, j'apprends à ma mère. Voilà, donc c'est chaleureux. Ouais. En tout cas, vous, des 9, de cette fratrie de 9 enfants, vous êtes peut-être celle qui se distinguait aussi en se donnant peut-être un peu plus. Alors c'est toujours difficile dans les frères et sœurs de dire est-ce que moi je donne plus, mais on se donne tous d'une autre manière. Mais vous étiez très proche, préparation des courriers, des dossiers aussi. Oui.
Les dossiers, c'est aussi parfois le parcours du combattant. Hein, c'est pas évident. Un parcours du combattant. Et c'est pour ça que dans Mohamed le prénom, il y a cette séquence. Cette naturalisation. Voilà, au service naturalisation, puisque mes parents l'ont vécu. Moi, je n'ai pas été naturalisée, je suis née en France, mais pour des raisons personnelles, mes parents ont souhaité, à la retraite, demander la nationalité française. Donc, il fallait effectivement déposer un dossier de naturalisation et c'était un peu le parcours du combattant. Et donc, du coup... On a une scène d'ailleurs qui est pas mal du tout. À un moment donné, on demande de changer de prénom à la fin. Alors, moi, j'ai dit à mes parents, surtout pas. Alors, mon père a dit, ah ben moi, je la veux pas. Donc, j'ai dit, non, mais c'est pas une obligation. Et dans la mesure où il y a un parcours qui est long, on peut être incité. Je pense qu'une personne qui n'a pas forcément le courage de dire non peut dire oui. Quelqu'un de vulnérable peut facilement dire bon, j'arrive au bout de la ligne d'arrivée, donc je dis oui. Hein. Moi, j'ai mon cousin, il s'appelle David. D'ailleurs, il l'a caché et un jour, en repas de famille, sa copine... En tout cas, maintenant, je ne sais pas si c'était caché, mais on sait qu'il s'appelle David. Voilà, donc en repas de famille, sa copine lui dit « David, passe-moi le sel ». Et on lui dit, mais c'est qui David? Et ça paraît quand même absurde. C'est vrai que dans Mohamed le prénom, c'est aussi un film émouvant avec des moments parfois douloureux. Mais ça peut paraître absurde à un moment donné qu'on puisse, en arrivant dans la dernière ligne droite avec l'institution française, en nous disant, mais est-ce que vous ne voulez pas changer de Enfin, nous qui ne l'avons pas vécu, ça... On vous propose de choisir un prénom, ça fait partie des textes, donc c'est proposé. Oui. Il y a une liste de prénoms qui est proposée et donc les personnes peuvent faire un choix. Je voudrais revenir sur Mohamed le prénom. On vous a appelé la famille Couscous. Oui. Alors, on en parle parce que vous en parlez aussi dans le cadre de... Je trouve ça très, très... Alors déjà, entre enfants, c'est difficile, hein, parce que les enfants entre eux ne sont pas non plus simples. Souvent, mais vous l'avez vécu ça dans le quartier à Aubervilliers en étant petite, on vous appelait la famille Couscous. Alors moi j'ai 45 ans et c'est vrai que dans les années fin de 70-80, la population immigrée dans le quartier dans lequel on vivait, c'était une population essentiellement immigrée d'Espagne, d'Italie, du Portugal, un peu d'Algérie, très peu de Tunisie. On était deux familles marocaines dans le quartier. En plus, famille nombreuse, donc c'était choquant à l'époque parce que c'était des grandes familles. Et c'est vrai que mon frère aîné s'appelle Mohamed et on l'a appelé Mohamed Couscous par rapport à la chanson qui était chantée dans les quartiers, dans les écoles. Fais-moi du couscous, chérie, c'est ça? Non, il y en a encore, oui, celle-là, elle existe aussi, mais il y a Mohamed Couscous, quand tu pètes, tu fais de la mousse. Ah oui, c'est ça. Il est malade, on l'emmène à l'hôpital, voilà. Donc du coup, c'était une chanson qui était discriminatoire et puis qui était humiliante. Et donc du coup, on nous appelait la famille Couscous. Donc nous, ça ne nous faisait pas plaisir. Quand on se baladait dans le quartier, on sortait, on va à l'école, tiens, il y a un de la famille Couscous ou une des filles de la famille Couscous, c'est violent pour un enfant. Voilà. Donc moi personnellement, quand j'ai écrit Mohamed le prénom, c'est vraiment la première séquence à laquelle j'ai pensé. Utiliser en fait ce sujet du Mohamed. Mohamed a 10 ans, il n'aime pas son prénom. Il n'aime pas son prénom parce que... Et ses parents vont tout de même essayer de lui dire, mais attention, Mohamed, c'est le prénom le plus répandu dans le monde, c'est l'un des plus beaux prénoms au monde, avec le beau messager du prophète. C'est ça, mais nos parents nous disaient ça, n'écoutez pas, mais oui, on n'écoute pas, mais ça vient, ça fait mal. Et dans une cour de récréation, c'est sûr que c'est pas facile. Ouais. Alors Mohamed le prénom quand même, pour une jeune cinéaste, scénariste, réalisatrice, meilleure réalisatrice féminine au Mostra Viva del Mediterranée. Ouais, j'étais contente, l'année dernière à Valencia. En Espagne, c'est plutôt... C'était magique, ouais. Alors super. Comment vous faites en l'espace de peu de temps de réaliser, d'écrire, de produire, c'est de l'autoproduction, autant de courts-métrages avec des prix au Cameroun, en Espagne, à Valencia, vous êtes récompensé. C'est quoi la recette? Au Maroc aussi. Au Maroc, bien sûr, on va y venir. Le Maroc, vous êtes marocaine. Non, parce que le Maroc m'a beaucoup soutenue, c'est important de citer le Maroc. C'est beaucoup de travail, c'est des nuits sans dormir, c'est occuper, tous les postes en même temps, l'écriture, ça c'est le plaisir. Hein. L'écriture, quand on écrit, c'est vraiment... Après, il y a la préparation du tournage, la réalisation, le tournage lui-même, tout ça, c'est que du bonheur, on va dire. Après, la post-production, c'est... avec justement, tous les techniciens à gérer. Là, vous engagez, vous avez tout arrêté. Je voudrais avoir une petite pensée à l'un de votre fils. Vous avez des jumeaux. Oui. Et qui dit qu'on aura tout vu
Ah oui. Un jour, il arrive, il dit, mais avec maman, on aura tout vu, vous avez tout fait. Oui, j'ai toujours cette anecdote. En fait, je rentre de tournage d'un monde à l'autre. Et du coup, je ne savais absolument pas ce que c'était que la post-production. On finit de tourner, dernier jour de tournage, et je dis donc à Momo, qui s'appelle Mohamed, le chef opérateur, bon, c'est bon, tu me mets tout en boîte, tu as le scénario, et quand tu as fait le film, tu me le montres. Et là, il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toi la réalisatrice, c'est toi qui dois gérer, c'est toi qui dois organiser une post-production derrière. Il y a plein de choses à faire, le montage vidéo, le montage son, le mixage son, l'étalonnage, la musique. Je lui dis, mais c'est quoi tout ça? Enfin, je lui dis, mais c'est toi, non? Ouais. Et il me dit, ah non. Ouais, bah oui. Je dis, c'est toi. Donc voilà tes rushs, voilà tes disques durs. Si vous réalisez, vous réalisez. Et je suis rentrée et je pleurais. Et donc mes enfants étaient là et mon fils était devant son ordinateur et puis je pleurais. Il me dit, pourquoi tu pleures? Je dis, bah voilà, j'ai tourné, ok. Et là, il me dit, bah ouais, mais tu veux jouer la cinéaste, on aura tout vu. Un coup, t'es prof, un coup, t'es assistante sociale, un coup, tu vends un bateau à Abu Dhabi et maintenant, tu veux faire du film, on aura tout vu. Et là, en fait, il m'a donné la pêche et l'énergie et je lui ai dit, oui, je vais finir. Il me dit, bah, fini maintenant, tu as voulu te lancer. Je lui ai dit, ouais, je vais te montrer que quand je commence quelque chose, je le termine. Et donc, du coup, j'ai fait avec les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire de la figuration pour m'introduire sur les plateaux de tournage professionnels, pour faire du réseau. Ça germait, ça, non? Parfois, c'est quelque chose qu'on a en nous. Lorsque vous étiez petite, vous n'aviez pas spécialement envie de monter sur les planches, pas du monter théâtre, sur les planches, mais si, théâtre, j'ai fait effectivement, j'ai intégré un spectacle où je représentais Marie-Antoinette. Ah oui. Avec une perruque blonde qui faisait presque... Il faut aimer tout de même pour s'engager dans ce milieu qui est fort passionnant. On passe des messages, on envoie un message de bonheur et on passe un bon moment. Mais il ne faut pas le cacher aux téléspectateurs. D'écrire, de réaliser, de produire, de monter et de voir le bébé fini, ça reste quand même un milieu très... Oui. Par exemple, Asia, il fait 11 minutes 48, version finalisée. C'est presque 1 an et demi de travail. Et c'est vrai que j'ai toujours ce souvenir de ma mère qui me dit « petit film ». Quand elle me dit « petit film oui. », je dis « petit film, 1 an et demi de travail ». Maman me dit bah, « dépêche-toi, fais grand film ». Je dis bah, c'est pas si facile, quoi. Mais il arrive. Avant d'en parler justement de ce long métrage qui arrive, je voudrais juste vous lire. Je ne peux pas tout lire, j'invite les téléspectateurs à vous rendre sur votre page Facebook ou sur vos réseaux sociaux, mais ces 4 dernières années, je n'ai pas changé ma vieille voiture, je n'ai pas refait non plus mon intérieur maison, ni même acheté un seul nouveau meuble. Bon, je passe quelques lignes. Et puis pas de vacances, pas de repos, pas beaucoup de sommeil non plus. J'ai renoncé à mon poste de fonctionnaire, terminé le babysitter, nounou, etc. Mais j'ai gagné en liberté. Ouais. Je me suis accompli, j'ai réalisé 4 films, tout en accompagnant mes enfants aux études supérieures et mes parents âgés. Vous passez un vrai message de volonté. Quand on y croit, on peut y arriver. Il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Si j'avais réfléchi, je n'aurais rien fait en fait. Je serais encore derrière mon bureau au Conseil général à aider les gens en fait. Voilà. C'était vraiment... c'est vrai que quand j'ai écrit ce message, ce post, cette publication sur Facebook, c'était vraiment parce qu'on venait de m'envoyer un message. On me disait, mais comment tu as fait? C'est quoi ta recette? Est-ce que tu peux m'aider? Et en fait, il n'y a pas de recette, c'est la volonté, en fait. Si on réfléchit trop, on n'avance pas, en fait. Il faut foncer. Même avec 0 moyen, on trouvera toujours du réseau, quelqu'un qui a une caméra. Et oui, il faut sacrifier. Après, c'est vrai que bon, j'ai utilisé mes économies personnelles aussi. Je roule avec une vieille caisse. Je la prends, il y a des risques et des sacrifices tout de même. Hein. Après, c'est un petit peu comme la loterie. J'aurais pu, effectivement... mais c'est tellement au fond de moi que c'est pas possible. Je vous dis, quand on y croit réellement, c'est en tout cas un beau message de... résister et allez-y, foncez sans trop réfléchir. C'est vraiment... Alors, les femmes et mères célibataires, c'est le long métrage qui se prépare? Oui. Au Maroc? Au Maroc. Alors, j'ai été en résidence d'écriture grâce au dispositif Méditalent. Donc, j'étais à Marrakech le mois dernier. Et c'est vrai que les résidences d'écriture, c'est magnifique parce qu'on est vraiment coupé de tout, du téléphone, on est vraiment que dans son projet. Et j'ai halluciné
j'ai vu comment, en fait, quand on est dans un environnement propice, comment, en fait, on peut avancer et développer vraiment son projet. Voilà, parce que travailler derrière, enfin, travailler en même temps, écrire, moi, c'est toujours ce que j'ai fait jusqu'ici. C'est pas des conditions, même si j'ai. C'est ce qu'on disait, c'est que l'environnement, à un moment donné, il y joue. Il y joue. On peut rappeler aux téléspectateurs, vous avez autoproduit, réalisé, écrit ces courts-métrages en l'espace de 4 ans, mais parfois dans des conditions qui ne sont pas non plus les plus au travail, dès qu'il y a 15 minutes de pause, tiens, le téléphone il sonne pas, voilà, j'ouvre ma page, le téléphone il sonne, j'arrête, allô, oui, Assemblée nationale, bonjour, voilà. Enfin, on peut souligner tout de même que le Maroc, vous êtes marocaine, un petit clin d'œil à tous les Marocains qui nous regardent, bien évidemment, notamment via les réseaux sociaux. Vous avez eu votre carte professionnelle de réalisatrice au Maroc, mais la France, non, pour l'instant. En France, il n'y a pas de carte professionnelle, en fait. Est-ce que vous êtes reconnue en tant que... Première démarche, en fait, quand j'ai commencé à réaliser, en tout cas, je me suis adressée au CNC et ce qui m'a été répondu dès le départ, c'est ne vous lancez pas dans ce que vous ne connaissez pas. Faire un film, ça nécessite des moyens, ça nécessite une connaissance. Ne faites pas n'importe quoi et n'allez pas non plus utiliser votre propre argent pour faire un film. C'est incroyable ce genre de discours. On a l'impression que souvent, c'est ce que peuvent nous dire des jeunes comédiens, des jeunes musiciens, des artistes. Non, non, tu arrêtes, tu n'y arrives pas. Moi, je le remercie. Hein. Oui, bien sûr. Quand j'ai raccroché, en fait, j'étais en colère. Et je lui ai dit, et je me suis dit à moi-même, merci, je vais te montrer que c'est possible. J'adore le challenge en même temps. Donc, le CNC ne m'a pas aidée. J'ai donc autoproduit, j'ai écrit moi-même, et puis j'ai distribué moi-même, et puis voilà. Et puis les films ont eu une vie en festival et des prix. Et là maintenant, effectivement, j'ai la possibilité de solliciter le CNC pour leur demander des aides à l'écriture. Je crois que là, ça va marcher en tout cas. Oui, après maintenant j'ai pu rencontrer une femme au CNC qui m'a reçue dans son bureau plus d'1 heure et qui a apprécié mon parcours. Et je pense que oui, le CNC va m'aider. Mais il faut toujours prouver, expliquer, et puis surtout, il faut que ça vienne... Il faut montrer. S'il n'y a pas d'école de cinéma, s'il n'y a pas d'école de scénariste, de réalisation ou de technique, c'est pas possible. Par contre, le Maroc m'a fait confiance. Voilà. Et donc, du coup, le CCM, j'ai déposé ma carte et je suis très contente, en fait, de l'avoir obtenue et je présenterai mes films au nom du Maroc. Merci Malika Zahiri d'avoir été avec nous. Voilà, je vous rappelle, Asia, toujours en festival. Cette jeune lycéenne donc, qui doit préparer notamment un projet dans le cadre d'un travail scolaire et qui va démontrer cette injustice que sa famille a subie, notamment dans le cadre de ces perquisitions administratives avec des moments de violence dont vous parlez dans le court métrage. Finalement, quelques années de sacrifice pour une vie épanouie, ça vaut le coup. Tentez. Foncez, ne réfléchissez pas trop, laissez-vous emporter, le vent vous guidera là où vous devez atterrir. C'est vous qui provoquez votre chance, votre mektoub, votre destin, c'est ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous, de très beaux messages qu'on peut retrouver sur vos réseaux sociaux. Merci à tous, le Monde au féminin ce soir c'est terminé. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur RT Télévision. Merci à Douniaza Diane d'avoir préparé cette émission à mes côtés, Abdella de l'avoir réalisée avec toutes tes équipes. On va se retrouver très prochainement. Restez connectés sur les réseaux sociaux d'RT Télévision.